Je vous remercie de rejoindre ce deuxième webinaire sur le sujet des dérives comportementales entre auteurices et auditorices. Vous avez l'occasion de revoir peut-être le premier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le premier webinaire. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance du travail donc, que nous avons entamé au SNAC sur ce sujet des dérives comportementales entre auteurs et éditeurs. C'est un travail qu'on a commencé l'an dernier et nous avons diffusé ces notes, notamment au festival de Quai des Bulles à Saint-Malo. Les voilà imprimées. Donc, ce sont 5 notes sur le sujet qui sont toutes en ligne également sur le site du SNAC en PDF. Et vous pouvez aussi vous adresser au SNAC pour qu'on vous les envoie par la poste. Donc, elles sont présentées sous plusieurs perspectives. Les perspectives psychosociales, sociologiques, juridiques, économiques et historiques. Elles seront distribuées aussi dans les gros événements du livre cette année en 2022, notamment pendant le FIBD, qui a été, le Festival d'Angoulême, qui a été donc reporté à la mi-mars, et probablement Livre Paris. Sinon, Gaël Hersan, qui est avec nous là aujourd'hui, qui est aussi membre du comité de pilotage dans le groupement bande dessinée et qui a l'initiative de ce travail sur les dérives comportementales, va nous dire justement un petit mot sur l'étape de travail et sur ce deuxième webinaire. Merci Christelle. Donc, après avoir contacté Muriel Trichet et Pierre Nocerino, qui ont été présents tous deux lors du premier webinaire, nous avons souhaité élargir le cadre de notre réflexion sur la problématique des dérives comportementales entre auteurs et éditeurs. Muriel et Pierre nous avaient apporté leur connaissance de psychologues et de sociologues et il nous fallait désormais réfléchir au-delà. Nous avions constaté un manque de cadrage juridique, car les employés, secteur privé et tout, voient leur emploi cadré par le code du travail, mais en tant qu'artistes-auteurs, nous ne sommes pas soumis à ce code, car nous ne dépendons pas d'un lien de subordination avec notre interlocuteur, l'éditeur. Le contrat que nous signons est un contrat qui cadre les modalités d'exploitation de l'œuvre, mais la relation de travail entre l'auteur et l'éditeur n'est, elle, pas cadrée. Donc, nous sommes demandés d'où ça venait, cette situation, s'il y avait eu des antécédents par rapport à de possibles dérives, et s'il était possible de trouver dans les archives des traces de ces dissensions, même d'abus. Enfin, nous sommes certes des individualités aux prises avec les affres de la création en tant qu'artiste-auteur, mais nous nous inscrivons aussi dans un contexte économique bien précis. Donc, c'est là où on peut se demander comment celui-ci influe sur nos relations interprofessionnelles. Donc, c'est pour répondre, ou du moins réfléchir à toutes ces questions que nous avons contacté donc Maya Ben-Simon, qui est juriste, Jessica Cohn, historienne, et Olivier Aguillon, économiste, afin qu'elles puissent nous apporter leurs éclairages sur cette problématique donnée. Donc aujourd'hui, nos 3 intervenantes. Alors, Jessica Cohn pour la perspective historique. Donc, tu es docteur en histoire contemporaine, spécialiste des professions culturelles, et ta thèse, qui s'appelle « Travailler dans les petits Mickey, une histoire sociale des dessinateurs de bande dessinée franco-belge de 1945 à 1968 », est en cours de publication aux éditions de la Sorbonne, et tu es également enseignante agrégée au lycée. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Maya Ben-Simon, anciennement avocate au barreau de Paris et New York, et tu es actuellement responsable juridique de la Société des gens de lettres. C'est ça, bonjour. Bonjour à tous. Et pour finir, Olivier Aguillon, qui est maître de conférences en économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord depuis 2010. Tes recherches, publications et conférences concernent les secteurs de la culture, numérique et éducation. Tu travailles donc régulièrement avec les organismes de la filière du livre, tout ceci dans le cadre d'études socio-économiques sur le marché du livre. Tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. On va plutôt revenir sur la perspective historique, dont je m'adresse à Jessica. Donc on s'aperçoit que ces dérives s'ancrent quand même dans l'histoire et plus récemment dans le courant du 19e siècle, où le marché du livre, on va dire, s'est vraiment installé, et où les auteurs sont vraiment dépendants financièrement des éditeurs. On peut dire que ça commence vraiment à cette période-là. Tu me dis évidemment si je fais une erreur. Elle s'accompagne paradoxalement de la reconnaissance du statut juridique professionnel avec la rémunération des droits d'auteur. Et du coup, on peut se demander s'il n'y a pas là une contradiction. Et est-ce que tu peux peut-être aussi illustrer ça par des exemples? Je ne sais pas. Je pense que donc la question que tu poses, c'est celle
du paradoxe qui existe en fait entre la naissance du capitalisme éditorial, Oui, c'est ça. on peut même le faire naître tout court à la fin du XVIIIe siècle, avec le projet de l'encyclopédie par exemple. Et en même temps que naît ce capitalisme éditorial qui va devenir le modèle dominant au XIXe siècle, naît aussi les premières réflexions autour du droit d'auteur. Un des premiers à se poser cette question, ça va être Voltaire, donc toujours à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, le lien qu'on peut faire entre les deux, il est justement dans un besoin de formalisation de plus en plus présent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va sortir d'un régime économique qui est très individuel, c'est ma relation de moi en tant qu'auteur avec mon libraire, et qu'on est dans un régime beaucoup plus d'économie de marché, les auteurs vont sentir le besoin de formaliser, la réalité juridique de leur travail. Donc ça explique en fait que les deux viennent de pair, parce que d'une certaine manière, ce n'était pas nécessaire avant dans le type de relation économique qui existait. Et juste pour élargir un petit peu la perspective que tu proposes, je pense que ça correspond aussi à un mouvement de formalisation générale du 19e siècle, qui est un siècle qui adore le droit et qui multiplie les déclarations, pas seulement pour les auteurs, mais pour toute une série de métiers. Et donc, finalement, c'est assez attendu que plus quelque chose se professionnalise, et plus il rentre dans le domaine du capitalisme, plus il y ait à côté de ça une série de conventions et de droits stricts qui permettent de le réguler. Oui, et d'ailleurs, je vous renvoie aussi donc à la note de Pierre sur les dérives comportementales dans la perspective sociologique, qui revient aussi, je trouve, pas mal sur ce sujet-là. Olivia, dès l'existence du marché du livre, l'auteur est dans une position de dominer, et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. On s'aperçoit que ça facilite quand même grandement donc, ces dérives entre auteurs et éditeurs. Et à ton avis, est-ce que la position, enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur cette question-là, mais je te la pose quand même, la position de l'auteur serait-elle la plus fragile de la chaîne du livre, et pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est forcément la plus fragile, parce qu'il y a un ensemble de raisons sur lesquelles on peut revenir rapidement, mais qui effectivement le rendent fragile, en tout cas par rapport à l'éditeur. Après, il y a aussi d'autres maillons de la chaîne du livre qui peuvent être fragiles, mais il faudra distinguer peut-être selon les segments de marché. Je pense par exemple aux libraires, pour certains types de commerce et d'ouvrages vendus. Mais en tout cas, dans la relation entre l'auteur et l'éditeur, oui, il y a un certain nombre d'arguments économiques qui permettent de dire qu'effectivement, c'est l'auteur qui est dans une position dominée par rapport à l'éditeur. Et ça, en tout cas pour la période contemporaine et récente que je connais un peu mieux que les périodes plus anciennes dont Jessica vient de parler, ça s'explique par un certain nombre de caractéristiques de la structure concurrentielle en fait de la filière de l'édition, qui du coup positionne les différents acteurs en fonction de leur pouvoir de marché et de leur en fait de la capacité qu'ils ont d'influencer la relation marchande, puisque c'est une relation marchande qui existe entre l'auteur et l'éditeur. Et une des grandes caractéristiques qui fait que l'éditeur est plutôt en position de force, c'est d'une part le degré de concentration de cette industrie, et ça c'est particulièrement vérifié dans la période récente et encore plus aujourd'hui de manière très actuelle, hein, on y reviendra peut-être, mais c'est un vrai sujet. Donc d'une part la concentration, puisqu'on a en face des éditeurs qui sont en face des auteurs qui sont des individus, on a des maisons d'édition qui sont des industries, hein, parfois des grands groupes, en tout cas pour une importante part du marché. Mais là encore, il faudrait distinguer, hein, puisque la situation des maisons d'édition plus petites ou indépendantes est assez différente. Donc il y a d'abord cette caractéristique de concentration, et il y a aussi le fait que les grands éditeurs maîtrisent également une grande partie de la filière en aval, c'est-à-dire la diffusion, la distribution et jusqu'au commerce des livres. Et donc ça leur donne une grande influence en fait sur le devenir de l'œuvre une fois qu'elle a été cédée, une fois que les droits ont été cédés par l'auteur.
Et du fait de cette asymétrie des positions, eh bien, au moment de discuter du contrat qui va constituer la rémunération de l'auteur, puisqu'on parle là de ce facteur-là en priorité dans la relation économique, eh bien, cette asymétrie va se retrouver dans la discussion elle-même et plus largement dans la relation qui accompagne le contrat et la création de l'œuvre. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on pourra revenir sur la multiplicité des relais entre l'auteur et le libraire, avec l'éditeur au milieu, la distribution, la diffusion. J'ai une question un peu plus tard sur laquelle je pense qu'on va revenir là-dessus. En tout cas, ça me permet d'enchaîner avec Maya sur le cadre juridique. Dans ta note, donc, tu rappelles dès le début justement ce cadre juridique qui est donc le seul cadre légal actuel, en mentionnant que ces règles de droit ne sont pas suffisantes pour protéger l'auteur. Donc, comment expliquer rapidement pourquoi le contrat éditorial, qui est en fait le seul cadre de la cession de droit, qui est le cadre de la cession de droit en vue de l'exploitation de l'œuvre, n'englobe pas justement cette fameuse relation humaine entre auteur et éditeur? Alors, c'est très bien que je passe après Jessica et après Olivia, parce que c'est vrai que ça explique déjà beaucoup de choses et j'ai déjà envie de répondre à ce qu'elles ont dit. Le formalisme, les formalités qu'évoquait Jessica, c'est exactement l'état actuel du droit. C'est-à-dire que le droit d'auteur aujourd'hui encadre la cession des droits d'exploitation. Donc, l'auteur, il va remettre son manuscrit avec pour objectif que ce manuscrit devienne un livre et qu'il aille sur le marché. Et en réalité, on entend déjà dans ce que dit Jessica et ce que dit Olivia que ce contrat, il est là, il a un objectif qui est finalement étranger avec ce qui va se passer au départ, en fait, dans la relation auteur-éditeur. Donc, le contrat de cession de droit, très bien, il va organiser comment l'auteur va percevoir une rémunération sur les ventes, il va organiser quelques obligations de l'éditeur, etc. Sauf que à partir du moment où l'auteur il va remettre son manuscrit jusqu'à ce que ce livre soit en librairie, il se passe énormément de choses. Il y a tout le métier de l'éditeur qui est là à éditer. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment éditer? Il faut carrément ouvrir le dictionnaire et puis discuter avec les éditeurs, mais ce travail d'édition va impliquer l'auteur. Et tout ce travail-là qui se fait pour que le livre se retrouve en librairie, il est absent du contrat d'édition, quasiment à 99%, puisque effectivement on va avoir une date de remise de manuscrit, on va avoir quelques traces par-ci par-là. Mais globalement, que fait le contrat d'édition? Il encadre la cession des droits d'exploitation. Il n'encadre pas la relation qui est aujourd'hui nécessaire en fait pour arriver à un livre édité, publié, imprimé qui va aller chez nous. Et les dérives comportementales qu'on observe dans le secteur sont liées à ce lien, ce rapport humain que l'auteur et l'éditeur personne physique vont avoir pendant ce temps. Voilà, donc c'est un vide juridique, en fait. Alors, c'est quasiment un vide juridique du fait de cette relation. Je pense qu'on peut imaginer que ce contrat d'édition n'aurait pas ces conséquences-là si jamais l'auteur arrivait, il donnait son manuscrit et puis il partait et il n'avait plus rien à voir avec le livre. Or, ce n'est pas vrai. À partir du moment où même le manuscrit n'est pas écrit, il va entrer en contact avec l'éditeur qui va peut-être lui donner un cahier des charges quand on est très, très rigoureux pour une commande précise, ou alors il va juste être intéressé par cet auteur, il va lui demander de travailler sur un livre et il n'y aura pas de base, ou alors l'auteur va remettre un manuscrit, mais il ne va peut-être pas être finalisé. Enfin, il y a un travail d'édition. Et ce travail d'édition est ignoré du contrat d'édition quasiment. Et les dérives comportementales relevées, constatées, en tout cas au niveau du droit, sont très liées à cette phase en fait, du livre. Il y a eu une exception quand même, et là je vais me tourner vers Jessica, dans les années 60-70, avec, bon, c'est vrai que nous on est plutôt attachés à tout ce qui concerne les auteurs de bande dessinée, mais évidemment ça concerne les autres auteurs du livre. Mais donc il y a une partie de la profession qui obtient un contrat de travail, donc ce sont les dessinateurs de presse qui ont eu un statut de salarié. Mais le statut indépendant des dessinateurs est redevenu la norme ensuite.
même dans la presse d'ailleurs. Donc, est-ce que tu pourrais revenir dessus, Jessica, et expliquer pourquoi en fait, ça ne nous a pas forcément sorti d'affaire, que c'était vraiment une exception dans l'histoire des auteurs, quoi. Ouais, je vais revenir dessus, mais juste, je rajoute une toute petite incise pour Maya à propos de ce que Maya était en train d'expliquer. Je me demande si le fait, tu sais, que Jean Zay ait essayé de faire un droit d'auteur qui ne soit pas uniquement centré autour de la propriété de l'œuvre, mais qui soit centré autour du travail, enfin oui, du travail intellectuel, du travail littéraire ou du travail de dessinateur comme travail intellectuel, ce ne serait pas justement une piste de réflexion pour améliorer ces relations auteur-éditeur, enfin, justement ce projet de loi des années 30. Oui, alors c'est intéressant, c'est vrai qu'on le regarde, on l'a en tête, ce projet. Là où le droit d'auteur est favorable à l'auteur, les propositions qu'il y a pu y avoir dans le temps, pour moi, en tant que juriste aujourd'hui en droit d'auteur, je n'aurais pas envie que ce droit d'auteur aille trop vers un droit qui ressemble trop au droit du salariat. Aujourd'hui, on a un lien de subordination dans le droit du travail qui n'existe normalement pas dans la relation auteur-éditeur, je dis bien normalement pas. Et c'est important parce que c'est le gage de l'indépendance, de la liberté de l'auteur, qui est vraiment un des points central de ce que veulent les auteurs quand on leur parle. Ils tiennent beaucoup à cette indépendance et à cette liberté d'expression qui pourrait disparaître avec un lien de subordination. Et là où c'est vrai qu'on a un souci aujourd'hui, c'est que ce lien de subordination est quasiment artificiel en fait dans la relation auteur-éditeur. Il surgit du fait de ce que Olivier expliquait, de fait de ce positionnement de partie faible qu'a l'auteur, et du peu de marge de négociation qu'il a avec son éditeur. Et dans le début de la relation, dès le début de la relation, pour la majorité des auteurs qui nous sollicitent, on sent que le positionnement est comme si c'était enfin, je vulgarise un peu, mais comme un B2C, c'est-à-dire qu'il se positionne dans un rapport de force qui est déjà déséquilibré, déjà dans sa relation, dans la manière dont il échange avec son éditeur. Et il faudrait en sortir. L'objectif, c'est pas d'encadrer cette relation, c'est de rééquilibrer et que l'auteur se rende compte qu'il est une partie au contrat avec le même rapport de force, normalement, et en principe, que l'éditeur. Mais voilà, je pense que c'est important de parler de tout ça. Effectivement, et puis le projet de loi de Jean Zay est très enrichissant quand on le lit, effectivement. C'était juste pour préciser que justement ce dont vous parliez est sur la page 5 de la note des perspectives historiques, donc de celle-ci. Voilà. Je pense que la réponse de Maya, c'est aussi un bon éclairage à la question que tu posais. Donc, pour resituer ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 60, une partie des dessinateurs, qui sont les dessinateurs qui travaillent pour la presse jeunesse majoritairement, en fait, c'est la plupart des dessinateurs à cette époque, font une action syndicale d'assez grande importance pour que leur lien de subordination, justement, avec leur éditeur, qui est le patron de presse où ils sont employés, soit reconnu. C'est-à-dire que, du coup, à partir du début des années 70 et surtout à partir de 74, d'un décret de la Sécurité sociale qui s'appelle CRESAR, le lien de subordination est présupposé dans les relations de presse, quel que soit le travail qui est fait. Et donc, ça concerne à la fois les pigistes et les dessinateurs de presse. Et à partir de là, en fait, les dessinateurs vont avoir accès à tout ce que peut offrir la sécurité sociale à la fin des 30 Glorieuses en France et dont ils étaient exclus. Ça veut dire accès au chômage, accès à l'assurance maladie, à une retraite. Donc pour eux, c'est un énorme progrès social. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce que les années 70, c'est aussi les années où progressivement la presse jeunesse disparaît, doucement, hein, au profit de l'album pour la bande dessinée. Donc peu à peu, les grandes maisons d'édition vont prendre du poids dans la publication d'albums. Les dessinateurs vont peu à peu perdre leur travail au sein de la presse. Ça va cesser d'être leur travail majoritaire. Et donc, leur source de revenus principale à la fin des années 70, au début des années 80, ça va être les albums de bande dessinée. Et à partir de là, ils vont se retrouver de nouveau dans un statut d'indépendant.
Et ce statut d'indépendant-là, il va avec tout ce que Maya a expliqué de relation éditeur-auteur qui est inégale alors qu'elle ne devrait pas l'être. Mais ce qui est intéressant, je pense que là où il y a vraiment un paradoxe, c'est qu'eux, en fait, ils sont allés chercher ce lien de subordination. C'était extrêmement important pour eux qu'il soit prouvé. Et il y avait même des enquêtes de la sécurité sociale chez eux où on leur disait bien, le mot que faisait passer le syndicat, c'est montrer bien que vous obéissez aux ordres de l'éditeur comme si c'était votre patron, montrez bien que vous n'avez aucune liberté de réalisation, même si vous travaillez chez vous, dites bien que c'est parce qu'on n'a pas la place de vous accueillir au bureau, enfin vraiment, montrez que vous êtes dominé, quoi, en gros. Voilà, c'est totalement l'inverse aujourd'hui, Ouais. les auteurs ne voudraient absolument pas ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une dizaine d'années, mais c'est vrai que les dessinateurs que j'ai interrogés des années plus tard, ils disaient vraiment le devise des années 70, c'était le rêve. Ils avaient la rémunération qui venait des albums et donc un sentiment d'indépendance de création aussi. Et à côté de ça, un revenu assez régulier, enfin régulier, tout court, et une protection sociale grâce à leur situation dans la presse. Et ce qui est étonnant, parce que les auteurs, avec la GSA en 75, ont réussi à avoir le régime social des salariés, juste le régime en fait, sans le lien de subordination et tout le package en fait du salarié qui va avec, ce qui était quand même en termes de droits d'auteur un peu meilleur que ça c'est sûr, que de devoir à tout prix prouver qu'on est bien subordonné. Ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que ce lien de subordination entraîne nécessairement un problème de propriété sur l'œuvre. Donc, ça serait un gros problème pour les auteurs aujourd'hui d'avoir de facto des œuvres créées qui appartiennent aux éditeurs. Bon. Il y a une main levée, alors je ne sais pas si... Oui, c'est Bessora, présidente du SNAC, qui voudra intervenir. Oui, bonjour à tous. Merci à Christelle et à Gaëlle pour l'organisation de ce webinaire qui est très, très intéressant. Et puis à Maya, Jessica, Olivia pour leurs interventions. Je voudrais juste élargir un petit peu. Moi, je suis aussi auteure un peu dans la bande dessinée, mais dans d'autres secteurs qui sont le document ou le roman, où effectivement, à ma connaissance, il n'a jamais été question de salarier les auteurs ou de revendiquer un lien de subordination. J'ai moi-même été salariée dans une autre vie avec un lien de subordination avéré. Et je dois dire que c'est extrêmement différent de la dépendance qu'il peut y avoir avec les éditeurs. On a parlé de liberté de création, elle existe quand même. Et y compris en cas de commande, je n'ai pas le sentiment d'être dans un lien de subordination comparable au salariat. Et comme le rappelait Maya, en effet, en 1975, on a obtenu un certain nombre de droits sociaux. Alors évidemment, on n'a pas le chômage, on n'a pas les accidents du travail, mais en comparaison d'autres pays où il n'y a rien du tout, ça a été, je pense, un très gros progrès. Je crois qu'il y a des discussions un peu en ce moment, des réflexions sur la question du chômage pour les auteurs. Et bon, ça pose un certain nombre de questions comme comment on compte le travail. Enfin, en tout cas, tout ça est très intéressant. C'était juste une petite remarque. Voilà, je baisse ma main. J'avais une question globale pour nos trois intervenantes. On parle beaucoup maintenant de risques psychosociaux, qui était donc le sujet de la note de Muriel donc au premier webinaire. C'est la violette. Du coup, je voulais savoir, effectivement, c'est un terme qui est quand même assez récent dans le monde du travail, mais on sait qu'il y a eu des précédents de dérives comportementales entre auteurs et éditeurs, et pas des moindres. Je voudrais déjà que vous évoquiez peut-être toutes les trois ce que cela pouvait vous inspirer comme situation, sans évidemment donner de nom, ou peut-être en donnant quand il s'agit d'exemples très célèbres. Je ne sais pas laquelle veut commencer d'abord. Si vous voulez, je peux commencer, ça ira plus vite, Ouais. je pense. Non, en fait, je voulais juste dire, il faut toujours être très, très prudent en histoire parce que comme risque psychosocial, c'est pas vraiment une réalité qui existe au 19e siècle ou au 18e. C'est difficile. Enfin, il y a vraiment un risque d'anachronisme d'aller chercher dans les sources quelque chose qui correspond en fait à notre perception contemporaine. On a quelques exemples vraiment connus, j'en parle un peu dans la note, de relations qui se passent très mal entre des auteurs et des éditeurs. Parmi les plus connus, il y a Balzac, qui passe sa vie à se fâcher avec tous ses éditeurs. George Sand aussi, la comtesse de Ségur, c'est des auteurs pour qui ça ne se passe pas bien. Mais
de là à extrapoler en parlant de malaise au travail, enfin, de là à extrapoler au-delà des relations économiques qu'on connaît, moi, je serais quand même assez mal placée à partir des quelques sources qui, pour le moment, ont été dépouillées. Après, en réfléchissant à cette question, j'appelle ceux que ça pourrait intéresser. Je me suis dit qu'il y avait vraiment un travail à faire d'analyse des sources, et notamment des correspondances auteurs-éditeurs au 19e siècle, en essayant d'aller chercher les correspondances des auteurs les plus anonymes, en fait, les copistes, les polygraphes et pas les plus connus, justement pour voir s'il y a des comportements qui se répètent de manière régulière. Mais pour le moment, ça n'a pas été fait. Avis à des futurs chercheurs en histoire. Voilà. Alors donc Maya et Olivia, donc le terme de risques psychosociaux, qu'est-ce que ça vous évoque là aujourd'hui? Moi, je peux peut-être, je vais parler après Jessica, parce que ça va aussi être pour dire que l'économiste a peut-être pas beaucoup de légitimité sur ce terme-là. Enfin, je sais pas pour les historiens, mais en tout cas pour les économistes, ça peut être un peu difficile à traiter comme sujet, parce que à la fois c'est devenu un sujet qui est omniprésent dans le traitement des relations professionnelles, du travail en entreprise en particulier, mais là on voit que c'est pas que dans l'enceinte de l'entreprise. Donc c'est à la fois quelque chose qui est complètement omniprésent aujourd'hui dans les études en sciences économiques et de gestion sur ces relations de travail, et en même temps, de ce fait-là, on pourrait avoir du mal à préciser la spécificité des rapports dans la filière de l'édition par rapport à, on va dire, une problématique plus générale qui s'est fait jour ces dernières années. Alors, du coup, pour essayer de voir en quoi justement on pourrait mettre en évidence une particularité des rapports entre les auteurs et les éditeurs, je pense que ça peut nous renvoyer, cette question des risques psychosociaux, au type de travail qui est mobilisé de la part de l'auteur, et c'est le travail créatif en particulier. Et là, on a un certain nombre un peu plus, on va dire, d'appui en théorie économique et en observation et en enquête, pour comprendre que le travail créatif, parce qu'il mobilise une certaine intériorité, des émotions, donc une dimension humaine qui est parfois un peu ignorée dans l'analyse froide du marché du travail, comme des agents économiques, comme on peut le faire dans le reste de l'économie. De ce fait-là, le travail de l'auteur se prête assez bien à ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement les risques psychosociaux. Donc en tant qu'économiste, c'est plus comme ça que je verrais les choses, plutôt que de citer des exemples précis, parce que ça n'existe pas vraiment sous ces termes-là en économie. En revanche, comprendre des facteurs explicatifs qui, dans la nature du travail, peuvent produire des situations propices à la naissance de ces risques, ça oui, ça on a des explications, des ressorts économiques qui le justifient. Alors, j'ai envie de dire beaucoup de choses. Je ne veux pas monopoliser la parole non plus, donc vas-y. Arrête, Christelle. Déjà, je voudrais dire aux participants d'aller écouter le premier webinaire, parce que c'était vraiment très, très riche et très intéressant. Et d'ailleurs, j'avais envie de parler aussi avec les intervenants tout le temps. J'entends Jessica qui dit que ça ne date pas d'hier, parce qu'il peut y avoir des difficultés, même Balzac, je ne savais pas, je l'apprends. Et j'entends aussi encore une fois Olivia sur le fait que le travail même de l'auteur implique des émotions. Et vraiment au juridique, c'est l'alliance de tout ça qu'on retrouve. On a des personnes qui travaillent avec des éditeurs, ils oublient qu'ils ont signé avec des personnes morales. Leur contrat est avec une personne morale. Ils ont un éditeur en face d'eux qui est là pour travailler le livre avec eux. Et bon, là, je mets beaucoup l'accent sur le début du livre, hein, mais il peut y avoir des dérives comportementales, bien sûr, pendant la relation, à la fin de la relation. Et c'est vrai que l'auteur, avec son œuvre, et l'œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'empreinte de la personnalité de l'auteur, c'est comme ça qu'on le définit en jurisprudence. L'auteur, il a mis de lui dans son œuvre. Il est très attaché. C'est aussi pour ça que la France a développé le concept de droit moral, d'ailleurs que certains pays ne connaissent pas. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette œuvre-là. Donc, le travail qui commence avec l'éditeur, il est sensible pour l'auteur. Et là, tout d'un coup, il va se retrouver dans un environnement
auquel peut-être il ne s'attend pas parfois, et qui est très important. Il va devoir effectuer des tâches pour corriger son manuscrit, il va devoir tenir des délais, il va devoir échanger avec son éditeur, il va devoir relire des épreuves, il va devoir donner son bon à tirer, il va relire sans arrêt, corriger éventuellement. Moi, j'ai des auteurs qui se sont braqués dès la première lecture parce que l'éditeur avait maladroitement annoté le manuscrit en marge. J'ai des auteurs qui vivent très mal cette relation qui parfois oublie qu'il y a des personnes. Donc, on va correspondre quand on est éditeur par mail, parfois même aujourd'hui par SMS. Moi, je n'ai pas de la correspondance, j'aimerais bien... Enfin, s'il faut donner des exemples de correspondance, mais enfin, c'est parfois à pleurer, en fait, ce qu'on lit dans les mails entre auteurs et éditeurs. Je leur dis, mais pourquoi vous ne vous retrouvez pas au café et allez bosser votre manuscrit avec votre éditeur au café ou dans une salle de réunion pour se voir, pour discuter, pour que les choses soient pas mal prises. En fait, aujourd'hui, même les SMS, il faut lire les SMS que les auteurs et les éditeurs s'envoient, c'est parfois à s'arracher les cheveux. Moi, j'ai une auteure qui m'a hurlé au téléphone une fois dessus en me disant, mais je vais aller le tuer, et c'est horrible, elle n'allait pas aller le tuer, mais elle était tellement mal que on en était là, en fait, d'utiliser des mots tellement forts qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et c'est effectivement en lien avec le fait que l'auteur, donc comme je disais, c'est son œuvre, c'est un peu son bébé. Il y a ce travail inattendu parfois, ces délais pour des gens qui sont parfois à avoir un autre métier, en fait, un autre travail, une autre profession. Et donc, voilà, j'avais une infirmière dans mon bureau il y a 2 jours qui m'a dit j'ai travaillé jusqu'à 2h du matin pour relire mes rééditions de comptes, qui sont toutes fausses, qui ont des erreurs partout. Et il faut se dégager du temps pour ça. Et quand on dit à un éditeur au début d'un contrat, le manuscrit sera rendu le 15 mars et qu'on arrive le 10 mars et qu'on se rend compte qu'en fait, il manque du temps, il manque des pages, il manque des chapitres, il y a un besoin chez l'auteur de voir plus planifié, mais il n'a pas forcément de visibilité. Alors que l'éditeur, lui, c'est une société, il a son business plan, il sait à quelle date il va sortir le livre, et donc il fait son rétro-planning, il demande ça à telle date et ça à telle date. Donc, voilà, des exemples, j'en ai à l'appel. La relation, elle peut se dégrader au début, mais ça peut bien se passer au début, puis elle se dégrade au milieu. On ne sait pas pourquoi, parce que parfois, c'est juste des petites choses qui font que l'auteur, ce qu'on appelle le phénomène de ghosting, s'invisibilise tout seul, en fait. Il a l'impression de gêner l'éditeur. Il n'ose pas lui poser la question. Il nous dit peut-être que j'ai pas le droit de lui poser la question, mais il me répond pas. Alors peut-être qu'il s'en fiche, ou peut-être que. Et, ça c'est dans justement la note psychosociale de Muriel, dans la note violente. Voilà. Et on le ressent dans le juridique, parce que quand ils viennent nous voir, en fait, ils n'ont pas mis en œuvre leurs droits, ils savent pas les exercer. Pas toujours, hein, je parle vraiment des dérives. Donc, il y a les auteurs qui peuvent ne pas demander quelque chose, mais pendant des années, ils vont venir nous voir, ils vont me dire j'ai pas demandé ma réédition de compte depuis 1996. Mais pardon, on est en 2020, c'est pas grave. Bon, on peut avoir des situations qui deviennent absurdes. Après, on peut avoir des situations effectivement très conflictuelles parce que l'auteur ne veut pas se laisser faire non plus, il veut comprendre, donc il demande, il ne comprend pas les réponses qui sont parfois trop financières ou trop juridiques ou trop fiscales. Et puis, il peut y avoir des dérives comportementales qui arrivent en toute fin de contrat, où là, l'auteur veut sortir du contrat et l'éditeur ne veut pas forcément qu'il sorte du contrat. Et bon, il peut y avoir des dérives aussi à ce moment-là. Mais le cadre, en fait, le cadre existant est insuffisant parce que c'est le cadre de tout un chacun, en fait. C'est les dispositions pénales qu'on connaît, le harcèlement moral, tout ce qui existe aujourd'hui, c'est entre 2 personnes, quel que soit leur rapport, en fait. Alors que là, on est dans un contrat et qu'on n'a pas encadré, en fait, ça parce que historiquement, et peut-être
Jessica peut rebondir, il y a beaucoup de non-dits en fait. On considère que l'auteur doit faire ci ou l'éditeur doit faire ça, et l'auteur se dit ça va sans dire en fait, il va le faire, ça va sans dire, alors que pas du tout. Et l'éditeur, lui, a un objectif, il va remplir son cahier des charges qu'il a à faire, et l'auteur va pas toujours poser les bonnes questions, et il va parfois avoir des mauvaises surprises. Donc, ça tend la relation humaine, et le manque de communication ou la mauvaise communication, il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des exemples tout au long du 19e et du 20e siècle de relations qui dysfonctionnent comme ça par manque de communication, comme ce que Maya est en train d'expliquer. Moi, j'ai eu l'occasion de lire notamment les archives de Casterman, et c'est des correspondances qui n'en finissent plus, en plus avec un autre problème qui est celui de l'argent, c'est-à-dire c'est des auteurs qui sont très souvent aux abois, donc qui ont besoin d'avance ou qui ont besoin de comprendre quand les versements leur seront faits. Et je pense même qu'on peut rajouter à ce que dit Maya le fait qu'il y a deux chronologies vraiment différentes, quoi, entre la vie de la maison d'édition, d'une part, et puis la vie de l'auteur, d'autre part, qui ne peut pas attendre ou comprendre les exigences de la maison d'édition pour pouvoir manger à sa faim. Et il y a même, j'y pense, mais des relations qui se sont corsées et qui se sont arrêtées à cause de ça. Notamment, Casterman a un de ses auteurs que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Maurice Parent, qui est un des dessinateurs qu'ils emploient, et ça commence de manière très, très enthousiaste. Et en fait, plus Maurice Parent a des problèmes d'argent, plus Casterman commence à s'éloigner de lui. En plus, il apprécie de moins en moins son style de dessin, ça ne correspond plus à ce qu'il veut faire, etc. Mais vraiment, la relation se corse autour de cette question de qui et quand est-ce qu'on va payer les droits, et quelles sont les exigences aussi stylistiques qu'on demande aux auteurs, jusqu'à ce qu'il y ait rupture, alors que le dessinateur n'en avait aucune envie de cette rupture. Mais en fait, la communication étant devenue impossible, en fait, Casterman ghost un peu Maurice Parent. C'est un drame de 1954. Mais c'est vrai que le ghosting existe toujours dans notre milieu, on va dire, de toute façon, comme dans tous les milieux professionnels. Olivia, du coup, ça me permet un peu d'enchaîner sur la précarité ou le cadre économique. Bon, là, on est en train de vivre effectivement dans le milieu du livre un rachat imminent du groupe Hachette par Bolloré, ce qui fait quand même redouter le pire à de nombreux auteurs, car on va se retrouver dans un cadre où, on en parlait tout à l'heure, où justement il y a la distribution, l'édition, la diffusion, tout ça, ça va être fusionné entre les mains des mêmes décisionnaires. Et est-ce qu'on peut quand même redouter, dans ce cadre économique qui va être quand même en particulier un peu à notre défaveur, qu'on soit de moins en moins en capacité de se faire entendre, en tout cas? Oui, là, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai pas spécialement de bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est sûr que tout le monde a ça en tête, et bien entendu, que ce soit du point de vue de l'autorité de la concurrence ou du point de vue de Bolloré lui-même, hein, l'objectif, c'est quand même l'objectif de cette opération, hein, c'est quand même de constituer des positions très fortement dominantes. D'ailleurs, l'audition de Bolloré il y a 2 jours au Sénat montre très bien que la logique économique qui est derrière, elle est sans ambiguïté, hein, même si il n'y a pas forcément d'intention de nuire. On n'est pas là pour en juger, en tout cas dans le cadre aujourd'hui de ce webinaire, mais la démarche en fait économique qui soutient cette opération-là, comme d'autres opérations de concentration dans l'édition, elle vise à renforcer une position dominante qui va même se retrouver très fortement dominante sur certains secteurs comme celui du manuel scolaire. Et nécessairement, les relations avec les autres partenaires de la filière, en particulier ici donc l'auteur qui nous intéresse, vont être impactés. Le problème, j'ai envie de dire, supplémentaire, c'est que dans tout ça, l'impact sur l'auteur risque peut-être de passer un petit peu sous les radars du travail de l'autorité de la concurrence et des observateurs politiques en général, qui regardent beaucoup plus, et c'est légitime aussi, hein, les effets congloméraux, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit de groupes qui en plus sont présents dans d'autres métiers, comme notamment l'information, les médias,
et d'autres secteurs culturels qui font que d'un point de vue politique, économique et culturel, on a des positions qui peuvent devenir problématiques. Et du coup, ce qui se passe précisément entre l'auteur de livres et l'éditeur, et en particulier la dimension contrat et rémunération, ça risque peut-être de ne pas être l'objet d'attention principale, alors qu'effectivement, c'est incontestable que ça peut pas être, ce genre d'opération ne peut pas être à l'avantage des auteurs. Alors, ça ressort un peu dans les médias sous l'angle politique, quand on entend dire que tel auteur a déjà fait les frais du rapprochement ou a été évincé pour des raisons politiques de telle maison d'édition. Donc on en entend un peu parler sous cet angle-là, et bien entendu, c'est pas du tout sans lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais au-delà de ces quelques phénomènes médiatisés, c'est vrai que l'effet plus global que ça peut exercer sur l'ensemble de la filière, et pas seulement les auteurs qui ont ou qui vont avoir un contrat avec Editis ou avec Hachette, même ceux qui sont en dehors de ces maisons-là peuvent en subir l'impact parce que ça impacte l'ensemble du marché. Voilà, et comme on l'a dit aussi, parce que ça va jouer sur l'aval, sur la distribution, la diffusion, la commercialisation des livres. Et si on rajoute les effets congloméraux qui passent par les médias et le pouvoir que ces groupes peuvent avoir, évidemment, ça ne va pas dans le sens de renforcer le pouvoir de marché des auteurs et leur capacité à faire valoir leurs droits. Et ça rejoint un petit point là que j'avais envie de rajouter et qui pouvait aussi répondre un peu à la question précédente dans la suite de ce que disaient Maya et Jessica. C'est qu'en plus de ça, culturellement, il y a une espèce d'injonction faite à l'auteur à ne pas revendiquer ses droits économiques, à ne pas s'intéresser à cette partie-là de son travail, comme si c'était un petit peu un déshonneur finalement de considérer que c'était une activité professionnelle qui peut lui rapporter un revenu pour vivre. Et donc, certains éditeurs même c'est difficile à dire si c'est de bonne ou de mauvaise foi et si c'est conscient ou pas, mais exprime clairement cette idée que les auteurs quelque part ne devraient pas se revendiquer ce type, de revendiquer un revenu. Bien sûr, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit à un revenu, mais le fait d'exprimer certaines revendications, un certain besoin en contrepartie d'un échange économique, c'est encore considéré aujourd'hui comme quelque chose qui va à l'encontre de la beauté du travail de l'auteur. Donc oui, peut-être aussi l'acte de création peut être libéré de ses contraintes, soi-disant. Moi, je ne suis pas du tout économiste, je suis un petit peu juriste. Et c'est vrai que la matière économique me laisse parfois un petit peu perplexe sur le pouvoir qu'elle peut avoir. Et donc, je voudrais poser des questions naïves qui peut-être ne sont pas si naïves que ça, mais est-ce que l'abus de position dominante d'une partie par rapport à l'autre, est-ce que l'exploitation de la force ou de la capacité de travail de l'auteur, en l'occurrence, parce que je m'intéresse aux auteurs, peut être une source légitime de réglementation économique? Est-ce que ça cause valablement une construction de réglementation économique que d'avoir un constat sur, il y a quand même une situation dans laquelle la relation entre l'auteur et l'éditeur, puisqu'on est sur la dérive comportementale, le rapport entre l'auteur et l'éditeur, il est déséquilibré. Vous l'avez dit les uns et les autres, ce rapport est déséquilibré. Il est tellement déséquilibré que pour les juristes, Maya l'a dit, je pense explicitement ou implicitement, pour les juristes, le contrat d'édition, le plus souvent pour les auteurs, c'est un simple contrat d'adhésion. En matière économique, il y a toute une réglementation qui a été fondée pas depuis 300 ans, pas depuis la révolution industrielle, depuis moins de 100 ans, peut-être moins de 60, sur le droit des consommateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fonde une réglementation protectrice pour les consommateurs et qu'est-ce qui pourrait fonder une réglementation économique ou juridique, l'un ou l'autre? Est-ce que c'est l'économie qui doit avoir la main ou est-ce que c'est le juridique? Voilà, c'était un peu comme vous veniez de parler de la concentration, toutes ces questions se renforcent dans le cadre de la concentration
de l'édition, parce que plus les interlocuteurs des auteurs vont être forts, moins il y aura de marge de négociation possible. Oui, alors c'est tout à fait vrai et ça pourrait tout à fait rentrer dans le cadre d'une réflexion sur la politique concurrentielle. Ensuite, je pense qu'il y a une partie de la question qui est plus purement juridique et donc pour laquelle je suis moins légitime pour répondre. Mais en tout cas, sur la partie économique du raisonnement, pourquoi actuellement on ne peut pas vraiment se saisir de l'idée d'abus de position dominante pour, on va dire, attaquer ou mettre en lumière certaines pratiques des éditeurs, parce que, tel que en tout cas, peut-être que Maya pourra me corriger, mais tel que je connais le droit de la concurrence, ce qui fonde actuellement ce droit, c'est justement l'idée de préserver avant tout la concurrence. Donc le principal souci d'une autorité qui va juger des relations entre deux partenaires sur la base, par exemple, d'une suspicion d'abus de position dominante, la première question qui va se poser, c'est de savoir s'il y a une distorsion de concurrence, c'est-à-dire si les rapports concurrentiels, que ce soit entre plusieurs concurrents qui font la même chose, par exemple entre plusieurs maisons d'édition, ou bien les rapports concurrentiels qui existent entre deux partenaires d'un échange, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, un auteur et un éditeur, la question sera de savoir s'il y a une distorsion de concurrence. Et le simple exercice d'un pouvoir de marché n'est pas à lui seul, ne caractérise pas à lui seul une distorsion de concurrence. Parce qu'il faudrait en plus ajouter qu'il y a une contrainte exercée sur la partie dominée. Et ça, c'est une condition qui... Alors, on comprend la contrainte au sens psychologique ici, hein, mais du point de vue des relations économiques, en réalité, il n'y a rien qui oblige un auteur à s'adresser à tel éditeur plutôt qu'à tel autre. Hein. Étant donné qu'aucun éditeur n'est incontournable, en théorie, hein, sur le marché, eh bien, il n'y a pas de contrainte au sens économique qui pèse sur l'auteur. Et donc, alors je suis pas, je suis pas juriste, hein, mais selon moi, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment se saisir de ce type d'argument juridique pour expliquer et corriger la relation économique qui existe entre l'auteur et l'éditeur. Et c'est la même raison, exactement pour la même raison d'ailleurs que le fait d'autoriser ou pas le rachat de Hachette par Vivendi, c'est la même raison qui va faire que finalement l'impact sur l'auteur ne sera pas tellement en lumière, parce que ce qui va caractériser aux yeux de l'autorité de la concurrence, le vrai problème, ça va être de savoir si on va avoir des positions suffisamment dominantes pour exercer des distorsions de concurrence sur l'ensemble du marché. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, la question des dérives psychosociales, elle est indirectement touchée et pas suffisamment contrainte pour que ça puisse faire blocage, en fait, hein, en termes juridiques. Et du coup, on va... Si je peux me permettre... Vas-y, Maya, de toute façon, je voulais conclure avec toi, donc vas-y. Non, mais avant que tu me poses la question, on se pose la question quand même, on est amené à y réfléchir sur ces questions de distorsion, parce que quand un auteur, on lui répond qu'une clause n'est pas négociable, et en fait, je dis une clause, mais tout le contrat, quasiment, et quasiment pas négociable, parce que c'est comme ça dans le secteur, ou non, mais c'est comme ça dans le groupe, ou parce que... Et ces réponses-là, en fait, elles sont très compliquées pour les auteurs. Déjà qu'ils ont peu de marge de manœuvre dans les petites choses qu'ils peuvent négocier. Quand la réponse est mais en fait, c'est comme ça, la réponse c'est comme ça dans le secteur, vraiment les ferme complètement. Parce que la marge de manœuvre qu'ils ont, c'est quand ils ont l'impression que ça correspond à qui ils sont, leur historique d'auteur, ou leur œuvre, ou le catalogue de l'éditeur, enfin des choses sur lesquelles ils pourraient éventuellement avoir un peu prise. Mais quand la réponse, elle est c'est comme ça dans le secteur, c'est comme ça dans la maison, c'est comme ça, ça devient compliqué voilà. Je voulais juste dire ça nous amène à y réfléchir dans le cadre de cette OPA. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'entend souvent répondre dans le milieu de l'édition. Donc pour conclure, Maya, justement, je voulais que tu nous dises un petit peu ce que tu mets dans ta note juridique, notamment à la fin. Tu mets quelques pistes, en tout cas, pour
pouvoir changer les choses. Et parmi ces pistes-là, il y aurait peut-être un code de déontologie, même s'il y a eu déjà des codes de bons usages qui ont été mis en place, mais sans grand succès avant. Et ou peut-être un organisme de médiation entre auteurs et éditeurs. Enfin, il y a plusieurs aspects sur lesquels tu réfléchissais. Et d'ailleurs, ça sera un des sujets du 3e webinaire qui aura lieu donc aux alentours de, soit de FIBD là en mars, on verra, soit aux alentours de Livre Paris, avec la brochure qu'on prépare à ce sujet sur les possibles solutions à apporter. Voilà. Alors, ce ne sont que des premières pistes de réflexion et c'est important qu'on se pousse tous cette question ensemble et qu'on en débatte parce que c'est de là qu'émergeront les solutions les plus efficaces, je pense. Moi, je pense qu'une des premières toutes solutions, avant même d'évoquer celle de la note, c'est de travailler sur cette communication, en fait, de forcer les parties à communiquer dès le premier jour. Et ce manque de communication ou cette incompréhension en permanence au début de la relation peut mener à des catastrophes. Mais au-delà de cette communication, c'est vrai, soit on intervient dans le contrat et à ce moment-là, on explicite ce non-dit, ça va sans dire, etc., pour que l'auteur qui lit son contrat sache à quoi s'attendre, pour que les choses soient plus carrées. Soit effectivement on fait un code de déontologie, ne serait-ce que pour dire l'éditeur, surtout dans une petite maison qui fait tout, à un moment donné, il va rencontrer un auteur qui va avoir des questions financières, juridiques, psychologiques, et il faut que l'éditeur sache que ça fait partie de son métier aussi de prendre en charge toutes ces questions. Donc, et dans les grosses maisons, quand l'auteur a travaillé avec un éditeur personne physique, il faut qu'à un moment donné, peut-être, on dise, mais l'éditeur doit avoir un référent, il doit avoir un interlocuteur, mais surtout, il doit avoir le bon interlocuteur. Donc, s'il a une question comptable, il est avec le service comptable. S'il a une question juridique, il est avec le service juridique. S'il a une question sur son livre, sur la rédaction, l'édition, c'est avec son éditeur. Et le bon interlocuteur, ça serait déjà un énorme progrès. Parce qu'aujourd'hui, il négocie son contrat avec une personne qui n'est pas juriste, je parle des gros groupes, on va lui dire non, mais vas-y, pose-moi tes questions. Oui, mais là, je voudrais, c'est une question comptable, c'est une question. Oui, mais c'est pas grave, pose-moi ta question, je la ferai remonter. Non, en fait, il y a une espèce de mur en fait pour l'auteur là, à ce moment-là, et ça complique d'autant plus la relation. Donc, pourquoi pas un code de déontologie? Pourquoi pas un organisme de médiation? Enfin, la déontologie, ce serait plutôt en mode prévention. L'organisme de médiation, c'est plutôt en mode qu'est-ce qu'on fait? En mode guérison, en mode on essaye de faire quelque chose pour pas que ça dérive trop. Voilà, pourquoi pas, on sait que ça peut, avec un conciliateur, donner des choses positives parce que justement, cette personne va forcer la communication. Voilà, pourquoi pas penser à des sanctions là où vraiment ça dérive trop et je le vois de temps en temps, heureusement pas trop souvent, mais quand les deux parties ne peuvent plus travailler ensemble et on a beau dire l'auteur a son contrat avec une personne morale, s'il n'arrive plus à discuter ou à communiquer avec son éditeur, à ce moment-là, peut-être que si les violences ont été trop grandes et trop fréquentes, peut-être trouver des portes de sortie pour que les parties puissent se séparer l'un de l'autre, parce que c'est vrai que l'auteur va me dire je veux reprendre mes droits et juridiquement en fait il n'y a pas de fondement. Tant que l'éditeur ne dit pas oui d'accord je te rends des droits, il est enfermé dans cette relation nocive. Et c'est un souci, donc il faut réfléchir aussi pourquoi pas à des sanctions. Voilà, on peut aller plus loin et je serais contente d'en discuter avec qui veut. Peut-être juste ajouter quelque chose en vous écoutant parler, Olivia et Maya. Je me dis quelque chose qu'on retrouve de manière régulière à travers les siècles, c'est vraiment le côté nocif que peut avoir une relation quand elle est uniquement binaire, quoi. C'est vraiment juste une personne face à une autre entité. Et du coup, les solutions que tu étais, enfin les différents types de solutions que tu étais en train de proposer, Maya, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'elles permettent justement d'élargir et de sortir de ce cadre où finalement on est enfermé dans une relation interpersonnelle, interindividuelle, et on se retrouve justement à pouvoir affaire à
des entités plus larges et donc c'est souvent en fait des solutions possibles à des problèmes aussi. Du coup, je trouvais ce que tu proposais vraiment très intéressant et ça fait écho à des choses que j'ai pu voir dans le passé. Et moi, je voudrais peut-être juste dire que là, on ne peut pas parler de tout, mais gardons en tête aussi que tout ça, ça s'inscrit dans une évolution globale des rapports de travail, donc pas que du salariat, hein, mais du travail en général, de la place du travail dans la société et dans les relations économiques, et que finalement, tous les thèmes qu'on a abordés là en filigrane, hein, le rapport à l'indépendance dans le travail, le rapport au temps, au délai, le rapport on a dit aux émotions, à la créativité, à la personnalité, etc. Tout ça, c'est des sujets qui en fait sont très 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 agifs hein, dans l'ensemble de nos conceptions du travail dans la société et dans l'économie. Donc c'est aussi une manière de dire aux auteurs qu'ils ne sont pas tout seuls dans ces problématiques, ce qui n'en fait pas moins des spécificités de leur métier, hein, en raison de tout ce qu'on a dit, c'est que chaque métier a ses particularités et donc sa propre susceptibilité à ce type de problème, mais plus largement, hein, il y a quand même aussi un ensemble de facteurs généraux, internationaux, de long terme, qui peuvent renforcer ou parfois apparaître comme des solutions à ces problèmes. Oui, alors du coup, pour nous, c'est important parce que justement, si on avait demandé toutes ces notes, c'était vraiment pour faire un constat et pour provoquer une prise de conscience auprès notamment beaucoup des auteurs et des autrices. Pour nous, donc, ce travail, il a été fait grâce à vos notes. Effectivement, une fois que la prise de conscience est faite dans le milieu, nous, on travaille aussi maintenant sur des possibles solutions. Et là, peut-être que Gaëlle, tu veux nous en parler aussi un petit peu. Parce qu'on travaille donc sur une brochure et sur des possibilités justement de solutions sur les dérives. On discute avec les pouvoirs publics. Et voilà, donc ça sera le sujet du 3e webinaire à la fin en mars ou en avril. Si vous avez des questions pour Maya, Jessica ou Olivia, donc sur des perspectives historiques, économiques ou juridiques, n'hésitez pas. Peut-être une personne se pose la question de finalement peut-être le statut du directeur ou de la directrice de collection, peut-être son rôle. Est-ce que moi je me demandais, est-ce que cette personne pourrait potentiellement jouer un rôle justement dans les rapports, les apaiser ou justement faire un pont, en tout cas, entre l'éditeur et l'auteur-autrice. Oui, par rapport à l'éditeur ou l'éditrice, la position du directeur ou directrice de collection. Alors du coup, ça, je ne sais pas si... Moi, je peux dire quelques mots. Alors, ça arrivera peut-être moins, mais historiquement, le directeur de collection est aussi auteur, était très souvent auteur et partie à la collection. Alors, c'est vrai qu'il peut faire un peu tampon parfois. Alors, il y a 2 situations qui me viennent comme ça. La première, c'est il fait tampon parce qu'en fait, les auteurs ne sont pas du tout en lien avec l'éditeur. C'est le directeur de collection qui mène un peu la danse et qui va travailler avec eux. Et je l'ai vu dans les secteurs scolaires et universitaires. Et c'est vrai que c'est pas que l'auteur là a un désintérêt de ce qui se passe. C'est juste qu'il va discuter avec le directeur de collection. Et c'est vrai que ces situations de dérive sont moins courantes pour moi dans ce cas-là. Et par contre, là où je pense au directeur de collection, c'est vrai qu'il pourrait jouer un rôle, mais parfois ça envenime aussi la situation parce que si c'est son idée de collection, que c'est lui qui mène un peu la danse et que des auteurs poursuivent cette collection sans lui, je n'ai pas eu le sentiment que ça apaisait forcément. Mais bon, pourquoi pas? C'est peut-être une piste à explorer, surtout si le directeur de collection n'est pas auteur dans la collection. Peut-être qu'Emmanuel a plus un regard. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que le directeur de collection peut parfois jouer un rôle, mais malgré tout, en plus, il y a des statuts de directeur de collection qui ne sont pas toujours les mêmes. Hein. C'est-à-dire que les directeurs de collection, quelquefois, ce sont des indépendants. Ils sont externalisés, ils ne sont pas salariés de la société d'édition. Ils sont payés en droit d'auteur, d'ailleurs. Hein.
Donc, voilà, c'est compliqué et le bon rapport humain qu'il peut y avoir entre auteur et éditeur via un interlocuteur qui est le directeur de collection ne règle pas pour autant tout le problème, puisque le directeur de collection n'est pas le seul à prendre la décision de publication, et ce n'est pas lui qui propose les contrats, et ce n'est pas lui qui impose la relation économique majeure. Cela étant, le thème c'est dérive comportementale dans les rapports auteur-éditeur, on est bien d'accord que ce n'est pas systématique. Oui, je ne sais pas sur le plan historique si Jessica a des exemples de correspondances qui sont des déclarations enthousiastes des auteurs à l'égard de leurs éditeurs, mais moi je connais des auteurs qui sont oui, bien sûr. très satisfaits de leurs auteurs. Il y a des livres, des films qui parlent de cette relation très amicale. Donc tout ça n'est pas contestable. Tout ça n'est pas contestable, mais le problème est qu'on n'est pas là pour régler les trains qui arrivent à l'heure, mais pour voir comment on fait pour essayer de trouver des solutions. J'ai été frappé que Maya n'évoque pas les négociations comme étant l'une des solutions possibles, c'est-à-dire est-ce que changer la loi sur la propriété littéraire artistique pourrait être éventuellement une solution, sans doute, à mon avis un peu, mais bon, on ne va pas relancer tout le débat sur le sujet. Il y a ça, et la question sur la direction de collection me fait penser aux agents. C'est vrai que des auteurs qui en ont eu ras-le-bol et qui ont été un peu maltraités me disent, peuvent être amenés à me dire bon, j'ai pris un agent, j'essaye de prendre un agent, je ne veux plus m'en occuper. Et en fait, je le lis aussi comme un abandon de l'aspect un peu professionnel de ce métier qu'est d'écrire, parce que ça implique effectivement d'avoir ces compétences juridiques, etc., pour lire un contrat, le négocier, etc. Bon, voilà, ça me fait penser à ça. Mais sinon, oui, je rejoins Emmanuel. On peut essayer d'améliorer tout ça aussi avec les négociations et trouver des voies légales pour mieux encadrer tout ça. C'est vrai que c'est important que notamment les étudiants qui sont là comprennent qu'il faut sortir de l'aspect romantique de l'auteur qui est juste dans sa création et qui n'est pas en connexion avec son métier. Jessica, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Non, moi je réagissais à ce que tu venais de dire. Pour moi, c'est vraiment super important dans la définition du métier de dessinateur de rappeler que passer l'aspect vocation et artistique, c'est surtout un travail dans une situation économique et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, se rappeler en permanence et rappeler aux personnes avec qui on est en communication ou en contrat pour que ce soit respecté, justement. Et je pense que c'est un vrai danger de se laisser enfermer dans la définition de l'artiste que l'argent n'intéresse pas, qui fait ça de manière désintéressée parce que c'est sa vocation. Ça ne marche pas, en fait. C'est la meilleure manière d'être exploité. Et je suis prof aussi, alors je le sais. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que l'auteur qui vient me voir en disant tu veux pas me relire le contrat parce que c'est quand même pas mon métier, moi j'y connais rien, tu me diras si c'est bien ou si c'est pas bien, donc je l'entends. On les force en fait, on force ces auteurs à être formés, à connaître leurs droits et à savoir négocier parce que ça fait partie, c'est comme le boulanger qui fait sa compta, il a peut-être pas envie de faire de la compta mais il est obligé d'en faire. C'est un peu bête, pardon pour l'exemple, hein, mais c'est important parce que plus l'auteur connaît ses droits et sait se défendre, et plus le rapport il est équilibré. Il se rééquilibre à un auteur qui ne sait pas faire parce qu'il ne pense pas aux conséquences de est-ce que l'éditeur le reprendra pour un deuxième livre. Moi, je leur dis, oui, en fait, peut-être que la relation sera plus saine si vous défendez mieux vos droits, vous parlez plus haut, plus fort, vous défendez ce qui est important pour vous, peut-être que la relation sera plus saine et peut-être que ça se poursuivra, au contraire. On ne sait pas. C'est vrai que c'est important d'avoir une vision la plus large possible. Ouais, je vois qu'il y a une classe Condé Marseille. Alors, je ne sais pas du tout de quoi vous êtes étudiant, donc peut-être que je Bande vais dessinée, justement. Bande dessinée. Bande dessinée, ok. Donc, en fait, un auteur, c'est un créateur. Donc, c'est effectivement un artiste, mais qui fait partie de la société, qui a donc un statut fiscal et social, et qui
qui a effectivement des relations avec son éditeur qui sont cadrées par le contrat d'édition. Et le contrat d'édition, c'est lié au code de la propriété intellectuelle, qui parle surtout de l'œuvre et pas beaucoup de l'auteur. Et en effet, souvent, les auteurs ne sont pas formés au fait qu'ils vont avoir des relations avec des auteurs dans lesquels il faudra qu'ils se montrent professionnels, qui travaillent sur commande ou pas d'ailleurs, parce que ces problèmes de relations, c'est que parfois, nous, les auteurs, on a tendance à se laisser faire parce qu'on a peur d'être blacklisté, d'être ghosté, et puis qu'on a peur d'être remplacé par d'autres auteurs, que malheureusement, on pense qu'on peut très facilement être évacué. Donc, comme dit Maya, c'est très important que les auteurs considèrent que ça fait partie de leur métier aussi de lire leur contrat, de connaître leurs droits, de se renseigner, d'éventuellement adhérer à des organisations professionnelles, que ce soit des associations ou des syndicats. Donc, c'est réellement un métier, on n'en a pas réellement conscience quand on y entre. Et c'est un métier où, en effet, il faut avoir du caractère parce qu'on est à la fois assimilé à des salariés, mais on est aussi indépendant. Donc, ça peut être très difficile de trouver la force de faire face à quelqu'un qui en face a un comportement qui peut être déroutant, quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sinon? Il y avait une remarque de Xavier sur les agents en disant qu'effectivement l'agent était aux frais de l'auteur, effectivement, pas aux frais de l'éditeur. Oui, non, mais c'est un sujet, hein, c'est encore un sujet, mais je crois que tu voudrais boucler le webinaire, mais effectivement, c'est aux frais de l'auteur et bon, l'auteur, en fait, il est un peu pris entre enfin voilà, il est repoussé, il n'a pas envie d'aller dans son contrat et en même temps, est-ce qu'il a vraiment envie de prendre un intermédiaire qui va se servir sur ses droits? C'est sûr que c'est des choix parfois un peu cornéliens. Bon, merci beaucoup à tous nos participantes pour leurs interventions et pour les notes qui sont vraiment excellentes, je vous les conseille vraiment. Donc je vous donne rendez-vous déjà pour la diffusion de ce webinaire à peu près dans un mois, on va dire, un gros mois, sur la chaîne YouTube du SNAC. Et également donc pour le troisième qui aura lieu, j'espère, je pense d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on verra selon la situation sanitaire. Je vous remercie en tout cas et puis je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir.